Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais donc reprendre l'introduction à ce cours sur la lithosphère et la sténosphère. Je vais reprendre en espérant arriver jusqu'au moment où je pourrai vous montrer ces différentes définitions de la limite lithosphère et la sténosphère. Donc ce sera encore aujourd'hui des considérations relativement fondamentales, relativement de base sur ce qu'on connaît des profils de différentes propriétés du manteau supérieur. Alors je vais reprendre, on parlait de la rhéologie, mais je vais repartir sur autre chose pour commencer. Nous allons parler d'abord du profil de température dans la Terre. Alors quand on parle de température, on parle de chaleur, donc il faut d'abord regarder quelles sont les sources de chaleur provenant de l'intérieur de la Terre. Alors à ne pas confondre évidemment avec les sources de chaleur externes qui nous viennent essentiellement du Soleil. La production de chaleur totale de l'intérieur de la Terre est estimée à environ 46 plus ou moins 3 térawatts. Cette chaleur provient de deux sources. D'abord une chaleur primitive, c'est-à-dire la chaleur qui provient du refroidissement primordial de la Terre, donc le refroidissement depuis sa formation. Et on estime que cette chaleur-là est un peu moins de la moitié du total, avec le noyau contribuant de l'ordre de 10 térawatts et le manteau de l'ordre de 8 térawatts. Et ensuite, il y a une autre source très importante, c'est celle due à la radioactivité, à la présence d'éléments radioactifs, essentiellement l'uranium, le thorium et le potassium, qui sont très concentrés dans la croûte terrestre, mais aussi dans le manteau. Et comme la croûte est très fine, il en ressort une quantité de chaleur de l'ordre de 7 térawatts provenant de la croûte, et on estime le reste provenant du manteau de l'ordre de 21. Ces chiffres sont très approximatifs, et le chiffre de chaleur totale, lui, est assez bien connu à partir des mesures de flux de chaleur à la surface de la Terre. Mais par contre, la distribution entre chaleur primitive et chaleur due à la radioactivité sont encore, à l'heure actuelle, sujets à débat. En particulier, on ne sait pas encore très bien, très précisément, quelle est la chaleur qui passe du noyau au manteau, ce qui est très important pour, en particulier, la question du champ magnétique de la Terre et de sa persistance au cours des temps. Alors, comment cette chaleur se dégage-t-elle de la Terre? Il y a deux processus principaux en ce qui concerne l'intérieur de la Terre. C'est la conduction. Alors, le flux de chaleur par conduction, ça se passe au niveau microscopique. Les particules se vibrent et transmettent leurs vibrations les unes aux autres. La conduction est un processus très lent et donc très inefficace. Pour transmettre ces vibrations d'une particule à l'autre, ça prend pas mal de temps. Quel est l'endroit dans la Terre où la chaleur va se dégager par conduction? Essentiellement à travers la lithosphère, on en reparlera, et on n'en parlera pas dans ce cours-là, mais aussi il est possible que la graine solide, si elle n'est pas en convection, dégage la chaleur sous forme de conduction. Alors l'autre mode important de dégagement de la chaleur de l'intérieur de la Terre, c'est bien sûr la convection, dont nous avons déjà parlé. On chauffe un fluide, soit par le bas, soit par l'intérieur, dans le cas de la radioactivité, et les courants se forment car les particules chauffées sont moins denses que les autres et donc vont avoir tendance à monter. Quand elles montent, elles se refroidissent et donc leur densité va croître et elles vont retomber donc au fond du récipient. Alors, ce moyen de dégagement de la chaleur, comme vous le savez si vous faites de la cuisine, est beaucoup plus efficace pour transporter la chaleur et on peut, par ce moyen, déplacer des grands volumes de fluide chaud ou froid d'un seul coup. Alors bien sûr, c'est ce qui se passe dans le manteau sous la lithosphère. Donc nous avons déjà
mentionné que le manteau se comporte à des longues échelles de temps comme un fluide. Nous verrons que sa viscosité moyenne est de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde, comparée à la viscosité de l'eau qui est de l'ordre de 10 puissance moins 2, qui est de 10 puissance moins 2 pascal seconde. C'est considérable, mais ceci dit, à long terme, ce manteau se comporte comme un fluide avec des mouvements très lents de l'ordre de 1 à 5 cm par an. Par contraste, dans le noyau liquide, donc la convection dans le fer, ou l'alliage de fer dont est constitué le noyau liquide, est plus vigoureuse. On estime de l'ordre de 20 km par an. Alors, quand on parle de convection, le modèle le plus simple donc, de chauffage par en bas et refroidissement par en haut d'un certain volume, en fait, peut se décrire très simplement par quelques nombres, en fait, essentiellement par un nombre particulier qui est le nombre de Rayleigh. Ce nombre de Rayleigh, en fait, compare les deux effets, les effets des forces visqueuses, ici, qui est, bon, alors donc le nombre de Rayleigh, dans le numérateur, vous avez l'expansion thermique, la différence de température entre le bas et le haut de la couche, l'épaisseur H de la couche, la constante de gravité et la densité. Vous voyez qu'ici, vous avez quelque chose qui ressemble au poids du fluide, donc ça représente les forces de flottaison, disons, alors qu'en bas, vous avez le produit de la diffusivité thermique et de la viscosité qui représentent les forces visqueuses. Donc le nombre de Rayleigh compare ces deux forces, l'une qui résiste au mouvement et l'autre qui favorise le mouvement. Alors quand on fait l'estimation du nombre de Rayleigh en mettant les valeurs plus ou moins connues pour le manteau de la Terre, on estime le nombre de Rayleigh de l'ordre de 10 puissance 7. Or, pour qu'un fluide chauffé par le bas se mette en convection, il faut que le nombre de Rayleigh dépasse le nombre de Rayleigh critique, qui est de l'ordre de 10 puissance 3. Donc vous voyez que sur la base de ce critère tout simple, c'est pratiquement évident que le manteau de terrestre est en mouvement de convection. Alors, cette théorie, le nombre de Rayleigh s'appelle nombre de Rayleigh, parce que cette théorie a été élaborée pour la première fois par Rayleigh au début du XXe siècle. Il y a un autre nombre qu'on considère aussi pour les questions dans la convection, c'est le nombre de Prandtl qui compare deux processus de diffusion, la diffusion thermique et la diffusion cinématique. État sur ρ, la viscosité divisée par la densité, c'est la viscosité cinématique. Donc c'est aussi un nombre important. Et en ce qui concerne la Terre, les travaux, donc tout à fait à l'époque où la théorie de la tectonique des plaques devenait donc acceptée, ont montré que lorsque les nombres de Rayleigh et de Prandtl sont élevés, donc comme pour la Terre, le nombre de Prandtl est très élevé, étant donné que la viscosité est de l'ordre de 10 puissance 21, la diffusivité thermique de l'ordre de 10 puissance moins 6 mètres au carré par seconde, donc c'est un nombre très élevé. Et dans ce cas-là, la convection s'organise de telle manière que la déformation est concentrée dans des couches fines près des bords du bas et du haut. Ce sont les couches limites de la convection. Et de plus, quand le nombre de Prandtl est grand, les caractéristiques de la convection sont déterminées uniquement par le nombre de Rayleigh. Alors bien sûr, c'est une simplification, mais une simplification importante pour comprendre comment fonctionne le manteau. Donc, on est bien dans ce cas-là, et donc à première approximation, nous allons avoir un centre de cellules convectives qui va être très peu déformé et à peu près isothermique, en fait pas vraiment isothermique mais adiabatique, et on va avoir bien sûr des courants descendants et des courants ascendants, et ces couches thermiques, la couche thermique
froide en haut et la couche thermique chaude en bas, dans laquelle va se concentrer la déformation et dans laquelle le transfert de chaleur va se produire par diffusion. Et on peut relier, dans la théorie simple, l'épaisseur de cette couche limite thermique petit h et la vitesse des mouvements de convection au nombre de relais suivant ce genre de relation. Donc tout ça est très simple. Alors regardons donc un schéma de cellules de convection donc tout simple ayant donc les couches thermiques en bas, la couche thermique chaude, la couche thermique froide en haut, le mouvement convectif donc restreint entre ces deux couches avec des courants ascendants, des courants descendants. À cette cellule de convection correspond un profil de température qui va être un profil de température conductif dans les couches limites et convectif qui correspond donc à la convection dans la couche du milieu. Et ça va donner un profil où la température varie rapidement avec la profondeur dans les couches thermiques et beaucoup moins rapidement au milieu. En fait, cette variation de température peut être décrite par la variation de température correspondant à un transfert de chaleur adiabatique. Alors bien sûr, dans la Terre, on peut déjà se poser la première question, c'est de savoir où sont les couches limites. Alors la couche limite du haut, c'est simple, c'est la surface, mais où est la couche limite du bas? Elle peut être à la limite noyau-manteau, qui est à la fois une limite thermique et une limite chimique entre le noyau de fer liquide et le manteau composé de silicate, donc le manteau visqueux. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir au moins une couche limite au milieu, à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, où il y a une discontinuité de structure vers 660 km de profondeur, qui est très bien documentée par les données sismologiques et qui correspond sans doute à la décomposition des silicates du manteau en pérovskite et magnésovustite, donc une décomposition due à leur changement de pression et de température. Donc il y a un changement de phase à cette limite-là. Il y a peut-être aussi un changement de composition, c'est encore débattu, savoir si la composition du manteau supérieur et la composition du manteau inférieur sont les mêmes. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette discontinuité, c'est qu'elle correspond, c'est que ce changement de phase est un changement de phase endothermique, donc avec une courbe de Clapeyron négative, et qui va inhiber le passage de la matière, il va freiner le passage de la matière. Alors, bien sûr, il y a ce modèle de convection à une couche, un modèle où seulement le manteau supérieur convecte, avec une couche limite à 660, à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, et la possibilité d'avoir des convections séparées, à peut-être des échelles de temps différentes, entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et puis entre tout ça, aussi des modèles intermédiaires où vous avez pas vraiment une convection à une couche, mais une convection intermédiaire où la discontinuité de 660 km inhibe la convection, mais de temps en temps, le passage de la matière se fait quand même du manteau supérieur au manteau inférieur. Donc ça, ce sont déjà des questions qu'on se pose. Il y a aussi le fait que ces genres de cellules toute simple que je vous ai montré, c'est valable dans le cas d'un modèle de viscosité constante, mais comme la viscosité dépend fortement de la température, on va en reparler, cette dépendance en température peut changer énormément la forme des courants de convection. Alors ici, c'est un exemple où c'est un exemple de calcul numérique, donc on résout les équations de Navier-Stokes dans la Terre sphérique, dans le manteau sphérique, et pour deux cas particuliers. Donc ici un cas où la viscosité est constante dans tout le manteau, et ici un cas où la viscosité augmente d'un facteur 30 à la limite à 660 km, donc à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Vous voyez ici
Donc les courants montants sont représentés en rouge, les courants descendants sont représentés en bleu. Vous voyez à la surface la trace de ces courants qui a une morphologie différente, ici beaucoup plus grande longueur d'onde que dans ce cas-là. Donc on peut aussi se poser la question, quel est l'effet des variations de viscosité en fonction de la profondeur? Il est certainement très important. Alors, avant de passer à la suite, on peut se poser la question, pourquoi l'idée de la convection mantellite a-t-elle mis si longtemps à être comprise et acceptée? Les travaux ont été déjà bien avancés dans les années 30. Holmes, qui a contribué énormément à l'étude de la convection mantellique, a estimé que pour supprimer la convection mantellique, il faudrait que la viscosité soit de l'ordre de 10 puissance 25 pascal seconde, alors que, comme nous verrons, les données de rebond post-glaciaire indiquent une viscosité moyenne beaucoup plus faible, enfin forte, mais beaucoup plus faible que cette limite, de l'ordre entre 10 puissance 17 et 10 puissance 22, avec des variations avec la profondeur. Donc, il avait déjà par là, il en avait déduit que la convection mantellique devait exister. Ensuite, Haskell, quelques années plus tard, mesure la viscosité moyenne du manteau à partir du rebond post-glaciaire de manière. Il obtient une valeur de 3 à 10 puissance 21 pascal seconde, qui est une valeur qui est encore tout à fait valable de nos jours. Et en parallèle, Griggs en 1939 montre que le manteau solide peut se déformer de manière plastique et donc que la convection est probable, ceci à partir de mesures de laboratoire sur la déformation des roches. Et un travail très remarquable de Wenning-Majnesch en 1934 qui développa en 1934 un modèle intégré de tectonique globale animé par la convection et basé sur les observations géologiques qu'il avait faites en Indonésie essentiellement et les expériences de mécanique des roches. 1934, il y a encore 30 ans, une trentaine d'années avant que la tectonique des plaques soit vraiment acceptée. Alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour accepter que le manteau de la Terre est animé de mouvements de convection? Une possible explication, c'est que quand on a une convection mantellique, on s'attend à avoir pas mal de mouvements horizontaux. Les mouvements horizontaux dominent les mouvements verticaux à la surface. Mais en fait, les observations géologiques qui étaient faites jusque donc à la Deuxième Guerre mondiale étaient dominées par les observations sur les continents et dominées par les observations de mouvements verticaux, sauf peut-être en Indonésie, justement, où travaillait Wenning-Majnesch, où les mouvements horizontaux étaient très évidents dans les observations de surface, les observations géologiques. Et donc, les observations en mer étaient vraiment absolument nécessaires pour clairement démontrer que ces mouvements horizontaux existaient. Et ce qui a donc été fait, je vous l'ai expliqué, à partir de l'analyse des données d'anomalies magnétiques collectées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, si on regarde les données de rebond post-glaciaire, celles-ci n'ont pas une très bonne résolution en profondeur pour ce qui est de la viscosité, et on peut les expliquer avec une couche relativement peu épaisse de faible viscosité, ce qui fait entre deux couches de grande viscosité. Et donc, si on n'a que ça comme information, les conditions pour qu'il y ait une convection sont marginales, puisqu'on pourrait avoir une petite convection dans cette couche à faible viscosité, mais ça n'implique pas une convection à l'échelle globale. Alors, encore une fois, ce schéma de température pour vous rappeler. Donc, comment mesure-t-on donc, on veut connaître le profil de température à l'intérieur de la Terre. Comment s'y prend-on? Alors déjà, on ne peut faire que des mesures directes qu'en surface. Donc, on va avoir accès au gradient de température, donc à la façon dont la température augmente avec la profondeur, à partir de forages qui, bien sûr, ne vont pas très profond, et qui sont plus faciles dans les océans que dans les continents. Sur les continents, enfin, ce qu'on mesure, c'est le flux de chaleur en watts par mètre carré,
qui s'écrit en fonction de la conductivité thermique et du gradient de température, ici représenté le gradient de température vertical en fonction de la profondeur Z, qui est le gradient de température au premier ordre le plus important. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on mesure, on fore un puits, on mesure la température à différentes profondeurs et on en déduit donc le gradient ou la pente de la courbe de variation de température avec la profondeur près de la surface. Alors une fois qu'on a le gradient, si on a aussi pris des échantillons de roches, on peut mesurer leur conductivité thermique. La conductivité thermique des roches est de l'ordre de 1,7 à 3,3 watts par mètre carré par degré Celsius. On peut comparer à celle du bois qui est plus faible et bien sûr une conductivité beaucoup plus forte pour ce qui est des métaux, tel l'argent. Alors sur les continents, il faut creuser des puits de profondeur supérieure à 200 mètres parce que bien sûr ce qui nous intéresse c'est la température en fonction de la profondeur, le profil de température dû au dégagement de chaleur interne. On veut s'affranchir des perturbations dues à de surface, qui est d'une part le climat, mais aussi la circulation. Le climat, c'est encore relativement facile de s'en affranchir parce qu'il y a des variations saisonnières, variations annuelles et décadales qu'on peut filtrer. On peut filtrer les données pour se débarrasser de ces influences-là. Par contre, il y a des influences plus difficiles à estimer, comme la circulation hydrothermale qui va changer les températures et les effets de la végétation et de l'activité humaine. Alors, par contre, dans les bassins océaniques, c'est plus simple, il y a beaucoup moins de perturbations, les mesures sont beaucoup plus stables et donc il suffit d'enfoncer des sondes à environ 20 mètres de profondeur et c'est pourquoi en fait les mesures sur les océans sont beaucoup plus nombreuses à l'heure actuelle que sur les continents. Alors ici un exemple de correction. Ceci c'est donc dans une ville à Cambridge, dans le Massachusetts, la mesure de température faite donc ici en fonction de la profondeur, donc les données brutes. Et ceci, ce sont les données corrigées pour l'augmentation de la température due à l'urbanisation pendant les 50 dernières années. C'est une image déjà assez ancienne, mais disons sur 50 ans. Et donc, vous voyez que les effets peuvent être assez grands, dans l'ordre de 5 degrés Celsius à la surface. Alors, les distributions globales des flux de chaleur, il y en a donc beaucoup dans les océans, et dans les continents, elles sont assez irrégulières, très nombreuses en Amérique du Nord et en Europe, mais il y a des régions comme l'Afrique qui sont encore très peu, ou l'Antarctique, où les données sont encore très peu nombreuses. Ce qu'il faut retenir, c'est que près de le gradient géothermique moyen, donc la variation avec la température, avec la profondeur moyenne près de la surface est de l'ordre de 3 degrés par 100 mètres, et en moyenne, donc dans les premiers kilomètres de la croûte, c'est de l'ordre de 25 degrés par kilomètre, ce qu'il faut donc comparer à un gradient beaucoup plus faible dans le manteau de la Terre. Nous allons en reparler, donc à peu près 10 fois plus faible. Ces mesures faites donc en surface ont permis d'établir des cartes de flux de chaleur, d'abord des mesures de flux de chaleur, puis des cartes globales. Et donc à l'échelle globale, voici en gros, donc ce sont des données qui ont été filtrées pour en extraire les grandes longueurs d'onde, les grandes tendances au niveau global. Et vous voyez donc des flux de chaleur très importants. Donc il y a une moyenne continentale de l'ordre de 65 milliwatts par mètre carré et une moyenne océanique un peu plus forte de 101 milliwatts par mètre carré, donnant une moyenne globale de l'ordre de 87 milliwatts par mètre carré. Et vous voyez donc des flux de chaleur importants le long des rides océaniques. C'est très clair ici dans la ride Est-Pacifique, le long de la ride Médio-Atlantique, dans l'océan Indien. Et par contre, des flux de chaleur beaucoup
plus faible dans les régions continentales. Alors, à partir de ces mesures de flux de chaleur, on a pu vérifier les tenants de la théorie simple de la tectonique des plaques. Donc, Turcotte et Augsburg, en particulier, donc, en pleine révolution de la tectonique de plaques, calculent la structure thermique dans la couche limite, donc de la convection, donc la couche qui prévoit la structure thermique, et peuvent la confronter au flux de chaleur et à la bathymétrie, donc à la topographie des fonds océaniques, en faisant certaines hypothèses et en supposant cet équilibre isostatique et vérifié. Et cette théorie explique très bien au premier ordre à la fois l'épaisseur de la lithosphère océanique et sa dépendance avec l'âge de la plaque, donc la lithosphère océanique qui est formée à l'aride et qui, au fur et à mesure que la nouvelle croûte se forme, la croûte s'écarte et la lithosphère s'écarte, et donc on peut associer un âge à chaque position géographique sur une plaque, sur la partie océanique de la plaque, et donc mesurer l'épaisseur de la lithosphère par divers moyens. Et donc cette théorie explique bien aussi la vitesse de la convection mantélique. Alors, je vous montre ici ce qu'on prévoit. Donc, on prévoit que pour un modèle simple de demi-espace qui va se refroidir, si on modélise la lithosphère océanique comme un demi-espace qui se refroidit au fur et à mesure que la lithosphère s'écarte de l'aride, on va avoir un flux de chaleur en fonction de l'âge du fond marin, qui est ici sur une échelle logarithmique, et on voit une relation linéaire en fonction, donc dans cette échelle logarithmique, dont la pente correspond à une variation en racine carrée de l'âge, qui est exactement ce à quoi on s'attend en résolvant les équations de la conduction dans ces conditions-là. Alors, je vous rappelle que, encore une fois, l'âge, ici, c'est l'âge des fonds marins. Donc, quand on a ici sur l'axe X un âge de fond marin, on se place quelque part sur cette carte, on repère l'âge, donc le moment auquel cet endroit-là de la plaque a été formé à l'aride, et on confronte avec les mesures de flux de chaleur. Ici, ce sont les données donc, pour le Pacifique et l'Atlantique Nord, jusqu'à environ 100 millions d'années, ça marche très bien. De même, on peut montrer que pour le même genre de modèle, on s'attend à ce que la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur de la surface solide, du fond des océans par rapport à la surface de l'eau, va varier en fonction de l'âge du fond océanique, aussi en fonction de la racine carrée de l'âge. Et donc, ici, on confronte les données obtenues sur le Pacifique et sur l'Atlantique, et encore une fois, jusque vers 80 millions d'années, cette relation, donc une échelle logarithmique ici, c'est pour ça qu'on a une relation linéaire, marche très bien. Alors, ceci dit, on y reviendra dans les cours suivants, on s'aperçoit que ça marche très bien jusqu'à un certain âge de la plaque. Pour les vieux océans, ça ne marche plus aussi bien, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, donc ici, on a une échelle linéaire de nouveau, donc on va avoir une décroissance en racine de l'âge ici, qui est donc montrée par cette courbe. Et quand on arrive à des âges de l'ordre de 100 millions d'années, la courbe s'aplatit. Donc, ce qui correspond à un flux de chaleur qui ne décroît plus avec l'âge de la lithosphère, ou de la croûte, mais est plus constant. Et de même, on s'aperçoit aussi que c'est le cas pour la bathymétrie, donc la topographie des fonds océaniques, et même, là je disais 80 millions d'années, mais ici sur cette carte-là qui est représentée malheureusement
différemment, parce que ici, c'est en fonction de la racine carrée de l'âge. Donc on va avoir une droite tant que la relation est bonne, et les données s'écartent de cette relation, s'aplatissent. Les fonds marins ne varient plus comme la racine carrée de l'âge pour les vieux océans, à partir de l'ordre de 40 ou 60 millions d'années. Alors ces questions avaient été déjà, donc on avait déjà remarqué ça assez tôt dans dans la révolution de la tectonique des plaques, et ceci a conduit à introduire un autre type de modèle de refroidissement de la plaque. Ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent, ce sont des refroidissements où on suppose que la lithosphère se comporte comme un demi-espace en train de se refroidir en fonction de l'âge, donc au cours du temps, en s'écartant de l'aride. Et on a introduit un autre modèle qui permet d'expliquer mieux l'aplatissement aux âges anciens, qui est un modèle de plaques d'épaisseur plus ou moins constante aux âges importants. Et donc on y reviendra pour expliquer pourquoi ce modèle marche mieux. Il faut invoquer la possibilité de faire venir de la chaleur du bas, qu'il y ait un apport de chaleur sous les bassins océaniques qui soit différent de l'apport de chaleur de la convection mantélique, donc des grandes cellules de convection qu'on imagine apportant de la chaleur dans les rides océaniques et reprenant de la chaleur dans les zones de subduction. C'est une question qui est encore débattue de nos jours. On n'a pas encore tout à fait la solution à ce problème. On y reviendra dans les cours suivants. Alors, pour résumer cette partie, quelques définitions. Le géotherme, on appelle géotherme la courbe de température en fonction de la profondeur dans la Terre. Donc, j'utiliserai ce terme très souvent. On a parlé des couches limites pour la convection. Donc, ce sont des régions de transition entre un régime de transfert de chaleur par conduction et par convection. Donc, ce sont les couches limites thermiques. Donc, on a parlé de la couche près de la surface, donc la lithosphère, dans une certaine définition, et la limite noyau-manteau, certainement, et peut-être des couches limites intermédiaires. Mais on peut aussi, il faut contraster ces couches limites avec la notion de couche limite chimique. On verra qu'il y a aussi la possibilité que la lithosphère est une composition différente du reste du manteau. Enfin, c'est un fait, en raison de la façon dont elle a été formée par fusion partielle des roches dans les rides, et donc qui a séparé les composants dans le produit de la fusion et le résidu, et aussi par les effets de la déshydratation qui se produit en même temps. Donc nous y reviendrons. Alors l'adiabate, c'est la courbe de température en fonction de la profondeur ou de la pression, puisque c'est bien sûr la pression qui compte. On utilise toujours l'un ou l'autre, la profondeur et la pression dans la Terre. Donc dans le cas où, pendant le transfert de chaleur, l'ascension donc, dans la convection, il n'y a ni gain ni perte de chaleur des particules. Donc c'est ce qui se passe effectivement dans les régions convectives de la Terre. Et donc on va avoir une région qui est définie par la conduction à la surface de la Terre, on va pouvoir y avoir accès à partir des mesures près de la surface, et en résolvant l'équation de la conduction avec les conditions au bord sur le flux de chaleur et la température. Et ensuite, dans le manteau en convection, comment va-t-on connaître la température ? En général, on suppose que la variation avec la profondeur est adiabatique. Et en fait, on va définir il y a une notion importante qui est la température potentielle, qui est la température
qu'aurait une particule si elle avait, si disons, la partie convective avait continué jusqu'à la surface de la Terre. Je vais vous montrer un diagramme qui définit ceci. Donc c'est une température qu'aurait une particule amenée de manière adiabatique de la profondeur, donc de la zone convective, jusqu'à la pression correspondant à la surface de la Terre, ceci sans fusion. Donc ceci permet donc de construire le géotherme, donc dans le manteau supérieur. Cette température potentielle, donc ici vous avez dans les parties profondes la variation adiabatique. Ici, ce petit créneau correspond à la discontinuité de 400 km, qui est une transition de phase, donc vous allez avoir un petit décalage de température ici, mais toute cette tendance-là est une tendance adiabatique avec une variation avec la profondeur très faible. Et donc, si ça continuait jusqu'à la surface sans fusion, vous pourriez, on sait écrire l'équation de cette courbe de température, donc vous arrivez à la surface et ça vous donne une certaine température. Ici, il y a 3 possibles adiabats dessinés, et on estime la température adiabatique à l'intérieur du manteau à partir des mesures des roches et du magma donc récolté en surface avec un certain nombre de corrections. Et cette température d'environ 1600 Kelvin apparaît être une relativement bonne estimation de la température dans le manteau supérieur sous la couche limite conductive. Alors, donc on a d'une part cette estimation de l'adiabate, donc de la variation dans la partie convective, et ensuite on relie dans diverses régions, on va faire des mesures de flux de chaleur à la surface, des mesures de température et de flux de chaleur, et donc on va pouvoir tracer la courbe de température conductive dans la lithosphère. Alors ici vous avez les courbes qu'on obtient dans les océans en fonction de l'âge. Ici l'âge est en millions d'années, 5 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions. Plus l'âge est grand et plus vous avez donc une variation importante en fonction de la profondeur. Et donc on va relier ces courbes avec l'adiabate qu'on a choisi. Ici dans ce diagramme, manifestement c'est celui de 1600 Kelvin, ce qui va nous donner, donc l'ensemble va nous donner la variation de température en fonction de la profondeur. Alors ici dans ce dessin, on a comparé ces courbes donc mesurées donc à partir de la surface par les mesures de flux de chaleur donc dans les océans. Et ici, c'est une courbe obtenue dans un continent. Un continent, c'est le Craton, donc un continent très ancien qui fait partie du centre du continent nord-américain. Et vous voyez que là, le continent, la couche conductive va être plus épaisse. Alors on reviendra sur cette question de savoir quelle est l'épaisseur de cette couche conductive. Ici, il y a encore d'autres. Je voudrais attirer votre attention sur ces courbes en pointillés qui représentent le solidus, c'est-à-dire la courbe correspondant au début de la fusion pour une roche typique du manteau, la péridotite. Donc, solidus estimé à partir de mesures de laboratoire dans le cas sec et dans le cas hydraté. Donc, l'hydratation, si les roches renferment de l'eau ou du radical hydroxyle, elles vont avoir tendance à fondre à des températures moins élevées. Et donc, on va pouvoir avoir l'intersection de ces courbes de géotherme avec ces courbes de fusion vont donc nous permettre d'estimer à quelle profondeur commence la fusion partielle. Alors, encore une fois, très schématiquement. Alors, oui, donc ça c'est retenez la définition de la température potentielle, qui est donc la température qu'aurait une particule si elle venait jusqu'à la surface sans fusion le long de l'adiabate. Et donc ici l'âge de la lithosphère océanique.
Alors, donc pour compléter le tableau, regardons simplement, on se concentrera sur le manteau supérieur, mais comment connaît-on la distribution des températures à l'intérieur de la Terre? Donc on a, je vous ai dit déjà, les mesures à la surface. Ensuite, donc, on fait l'hypothèse de la convection et donc de la variation adiabatique. Il y a le gradient ici est plus fort que dans le manteau supérieur que dans le manteau inférieur, en particulier à cause de la présence de ces discontinuités du manteau supérieur qui sont des transitions de phase. Ces discontinuités nous donnent des points, on connaît bien leur profondeur, enfin, on connaît plutôt bien leur profondeur et la température correspondante de la transition de phase dans l'olivine. Et donc ça va nous donner des points de raccord pour le géotherme assez précis. Ensuite, on continue de manière adiabatique. Et là, il faut passer du manteau au noyau. Et là, on repart du centre de la Terre. Et on a un point ici où on va connaître un jour très bien la température de la limite entre la graine et la partie externe liquide du noyau, puisque ça correspond à la solidification. C'est la transition de phase liquide-solide dans le fer, plus exactement dans l'alliage fer, nickel et quelques éléments légers qui représentent la limite de la graine. Donc cette profondeur est bien connue par la sismologie. Et la température, il y a encore des débats sur cette question. Elle n'est pas encore estimée, mais la marge de température est en train d'être précisée de moins de 1000 degrés, c'est encore énorme, peut-être même 500 maintenant. Et donc à partir de là, on va remonter dans le noyau externe qui va être en convection, donc remontée adiabatique, ce qui va nous donner la température du noyau à la limite noyau-manteau ici, et de l'autre côté la température près de la base du manteau, et donc on va pouvoir en estimer l'écart de température ou le saut de température entre le manteau et le noyau correspondant à cette couche limite thermique donc de la base du manteau et qui est de l'ordre, suivant les estimations, de l'ordre de 500 à presque 1000 degrés. Voilà. Alors, repassons au manteau supérieur. Donc, une fois qu'on a une idée du géotherme, donc de la variation moyenne de la température en fonction de la profondeur, variation moyenne dans le manteau et variation régionale dans les couches superficielles, dans la lithosphère. Et on peut ensuite, donc, par comparaison avec les mesures de laboratoire, on peut estimer par ailleurs les vitesses sismiques, ici les vitesses de cisaillement, donc les vitesses des ondes S, des minéraux du manteau supérieur en fonction de la profondeur, donc à partir des mesures en laboratoire. Donc ici, ici vous avez le grenat, l'orthopyroxène, le clinopyroxène et l'olivine, donc les constituants principaux du manteau supérieur. Et donc ensuite, en combinant ces différentes variations en fonction de la proportion de chacun de ces composants, on obtient une variation en fonction de la profondeur, de la vitesse de cisaillement dans la pyrolite sèche. Et vous voyez que rien que par les effets de pression et de température, on observe à partir des données de laboratoire confrontées avec le géotherme, une zone à faible vitesse dans le manteau. Donc on va pouvoir déjà expliquer en grande partie la présence de cette zone à faible vitesse si importante dans le manteau supérieur par simplement les effets de la pression. Donc près de la surface, c'est l'effet de la température qui est le plus important. Donc vous allez avoir une diminution de la vitesse des ondes de cisaillement. Et puis, à fur et à mesure que vous vous enfoncez dans le manteau, les effets de pression vont reprendre le dessus et donc la température va réaugmenter. Ici, ce qu'on compare, c'est donc pour un modèle de géotherme correspondant à un âge de 100 millions d'années dans l'océan Pacifique. On confronte ce modèle de pyrolite, donc ici avec sa zone à faible vitesse et puis des barres d'erreur, au modèle sismique. Alors
ici certains modèles sismiques par différents auteurs. Vous voyez donc toutes ces courbes fines et on voit en plus il faut corriger les données de laboratoire pour les effets de l'atténuation, car la présence d'atténuation dans la Terre va modifier les vitesses sismiques et ici elle va renforcer ce minimum. Et vous voyez ici que donc on arrive à assez bien faire coller les courbes de variation des vitesses sismiques en fonction de la profondeur avec ce qu'on peut donc déduire des mesures de laboratoire sur les composantes du manteau supérieur. Et il y a donc ici le pic où le minimum dans les zones à faible vitesse semble être encore un peu plus accentué dans les données sismiques, et on peut sans doute expliquer la différence par l'anisotropie. Nous reviendrons à ce modèle. Je voulais simplement vous illustrer que c'est très important d'avoir une idée de la distribution de température en fonction de la profondeur et confronter avec les expériences de laboratoire pour avoir au moins un modèle, disons, à quoi confronter, un modèle ici donc tout simple de pyrolithe à confronter avec les données obtenues par la sismologie. Alors, là, je vais m'arrêter 5 minutes en vous montrant une belle image d'une ride médio-océanique. Vous avez donc la circulation hydrothermale avec les émanations de lave, etc., qui créent des structures, des cheminées ici, des cheminées noires, très impressionnantes dans le manteau. Est-ce que vous avez quelques questions? Je fais une petite pause. Oui. Bon, on continue. Alors maintenant, on va reprendre. Donc on a parlé de géotherme. On va reprendre la question de la viscosité dans le manteau, puisqu'on a vu donc, que c'est un paramètre extrêmement important dont on aimerait connaître les variations dans le manteau terrestre pour avoir une idée plus précise de la façon dont se produisent les mouvements de convection et donc à l'origine de la tectonique des plaques. Alors, nous avions déjà vu un peu que vous avez différents régimes de déformation qui concernent les roches à l'intérieur de la Terre en fonction de l'amplitude de la déformation ici et de la contrainte, c'est-à-dire de la force appliquée. Vous allez avoir d'abord à faible déformation et faible contrainte une déformation élastique, c'est-à-dire une déformation qui n'est pas permanente, une déformation lorsque vous enlevez la force appliquée ou la contrainte, disons, le matériau va revenir à sa forme initiale. Et cette déformation élastique se décrit par une relation linéaire, la loi de Hooke, qui en une dimension est représentée par le module élastique, qui est le rapport entre la contrainte sigma et la déformation epsilon. Jusqu'à un certain point, vous pouvez augmenter les contraintes et augmenter les déformations jusqu'à une limite qui est la limite élastique. Et à partir de là, si vous continuez à augmenter les contraintes, la déformation soit votre matériau va casser, donc ça va être la limite cassante, soit il va continuer à se déformer de manière plastique, donc suivant les conditions, on va en reparler. Et donc la déformation plastique devient une déformation où la relation n'est plus entre la contrainte et la déformation, mais entre la contrainte et la vitesse de la déformation. Et donc le rapport, en fait, il y a un facteur 2 qui manque ici, mais va définir la viscosité. Une fois cette déformation est permanente, et donc si vous déformez et que vous arrêtez la contrainte, vous ne revenez plus à l'état initial, vous avez une déformation qui subsiste. Alors bon, pour illustrer ça, tout ça dépend beaucoup des conditions dans lesquelles se produit la déformation. Vous savez que si un morceau de verre à température faible va casser, si vous lui appliquez une force, vous essayez de le casser, il va casser. Par contre, si vous le chauffez,
il va avoir tendance à se déformer. C'est bien sûr une propriété qui est très importante dans la fabrication de toutes sortes d'objets importants dans notre vie courante. Alors, pour ce qui est des roches, c'est pareil. Il y a aussi, en plus de la température, l'effet de la pression qui devient important dans le cas des roches. Voici une expérience qui a été faite dans 2 conditions différentes. Un échantillon de roche ici non déformé, une première déformation en appliquant une pression uniaxiale sous pression ambiante, et vous voyez que la roche se fracture ici. Par contre, si la pression ambiante est forte, la roche ne va pas se fracturer, mais va se déformer de manière plastique. Donc vous allez avoir ici un bombement, mais vous n'avez pratiquement pas de fracturation. Donc tout va dépendre des conditions, et on peut bien voir que vous allez avoir, en particulier quand vous allez vous enfoncer en profondeur, donc quand la pression augmente, vous allez avoir une limite entre un comportement cassant et un comportement donc de déformation plastique qui est la limite cassante ductile, qui se trouve quelque part dans la croûte terrestre. C'est la limite au-delà de laquelle on n'a plus de tremblement de terre dans la croûte. Alors, bon, les choses sont compliquées par le fait que le manteau terrestre est en plus composé de matériaux polycristallins, donc avec simplement le fait que ce soit des agrégats qui conduisent à des comportements variés suivant les conditions de déformation. Mais ce qu'on sait, c'est que la déformation se produit par le mouvement de défaut au niveau cristallin, au niveau de la maille cristalline, et que ce sont des processus qui sont thermiquement activés, donc qui sont facilités par la température élevée. On en a déjà parlé, il y a 2 modes de déformation par diffusion, qui est une déformation de défaut ponctuel. Et dans ce cas-là, la relation entre la vitesse de déformation, donc epsilon point, et la contrainte sigma est linéaire. C'est ce qu'on appelle une rhéologie newtonienne. C'est bien sûr la plus simple à étudier. Et par contre, la vitesse de déformation varie de manière importante suivant la taille des grains. Et par contre, à forte contrainte, et si les grains sont plus importants, vous avez une déformation par dislocation, qui sont donc des déformations dues à des défauts linéaires ou planaires dans la structure cristalline. Et ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, la rhéologie est non newtonienne. Vous avez une relation non linéaire entre la vitesse de déformation et la contrainte. Par contre, elle n'est pas très sensible à la taille des grains. Et une propriété très importante, c'est que ce genre de déformation par dislocation donne lieu à l'orientation préférentielle des cristaux, c'est-à-dire ce LPO dont je vous ai parlé la semaine dernière, et donc à l'apparition d'anisotropie sismique, alors que la déformation par diffusion ne donne pas lieu à cette orientation préférentielle. Donc ce sont des rhéologies très différentes qui vont donner lieu à un comportement très différent, et on aimerait bien savoir quel est le type de déformation qui a lieu dans le manteau supérieur de la Terre. De manière générale, la loi de déformation, on peut l'écrire sous la forme de la déformation, ou la vitesse de déformation en fonction de la contrainte à une certaine puissance n. Donc quand n égale 1, c'est la rhéologie newtonienne. Ici, c'est le module de cisaillement, mu, je ne vais pas indiquer. Ça, c'est la dépendance en fonction de la taille des grains. Donc m égale 0 dans le cas où n n'est pas égal à 0, et l'inverse. Et ensuite, ceci, ça représente donc le fait qu'il s'agit de processus activés par la température.
donc une variation très importante, exponentielle, avec la température. Et donc cette variation, ce comportement est ce qu'on appelle un comportement d'Arrhenius, et qui est donc décrit par une énergie et un volume d'activation. R, c'est la constante des gaz, et P, la pression ici. Et donc, on peut l'écrire comme ceci. Une façon pratique et utile de l'écrire, c'est aussi en introduisant la notion de température homologue, c'est-à-dire le rapport entre la température de fusion, TM, melting en anglais, et la température à laquelle on étudie cette loi. Et cette représentation facilite les comparaisons entre différents matériaux et différentes conditions, puisqu'elles permettent de définir des lois d'échelle. Donc voilà, ce genre de modèle, donc très général, a déjà été développé dans la première partie du XXe siècle. Et ce qui est important, c'est qu'il n'était pas connu ou il n'était pas accessible à la première génération des sciences de la Terre, donc c'est des années 30, qui donc avaient construit donc les théories de convection mantélique, mais par contre, ils étaient déjà bien établis avec la progression des expériences en laboratoire, de déformation, au moment de la révolution de la tectonique des plaques. Donc ça donnait une base pour l'étude de la déformation dans le manteau. Alors ensuite, depuis, il y a eu beaucoup d'études qui ont donc étudié les variations en fonction de la pression, la présence d'eau qui va ramollir les roches, la fusion partielle également, et d'autres considérations telles la géométrie de la déformation et les transformations de phase. Donc en particulier, la présence d'eau est un paramètre important qui s'introduit dans ces lois par un certain facteur qui donne un peu la proportion d'eau dans la roche. Et on pense que la rhéologie du manteau supérieur est comprise entre celle de l'olivine sèche, donc qui ne contient pas du tout d'eau, et celle qui est hydratée, aussi bien sous les océans et sous les continents. Mais on peut encore se poser la question, est-ce que c'est la diffusion ou la dislocation, ou un régime de dislocation? Et on pense que dans le manteau supérieur, c'est surtout le régime de dislocation qui domine, donc dans les premiers peut-être 200 ou 250 km du manteau, et qu'il y a une transition à une certaine profondeur vers un mécanisme de diffusion, mais pour l'instant, on ne sait pas encore très bien où ça se place. Et cette idée qu'on va avoir une transition quelque part dans le manteau entre ces deux régimes, et il faut garder à l'esprit que les mesures de déformation, je vais en parler un peu plus, sont encore très difficiles à haute pression, et donc il faut extrapoler. Alors par contre, l'autre point qui fait penser que le régime de dislocation est important, c'est que quand on analyse une roche provenant du manteau, on regarde, donc on peut étudier les microstructures de cette roche et on s'aperçoit qu'elles ont subi une déformation par dislocation. Elles présentent une anisotropie forte et des structures qui sont similaires à celles qu'on observe dans ce régime dans les expériences de laboratoire. Il faut garder à l'esprit que les échantillons du manteau, qui proviennent du manteau donc qu'on récupère à la surface de la Terre, n'échantillonnent vraiment que les premiers 200 km du manteau, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe plus bas. Par contre, et qu'en plus, il est possible que cette déformation qu'on observe dans les roches, une fois qu'on les a récupérées à la surface, en fait, a été acquise au moment où la roche est remontée à la surface, et donc qu'on a effacé disons, les conditions dans lesquelles la roche était quand elle était donc à 200 km de profondeur. Par contre, la sismologie vient à la rescousse parce qu'on va le voir, il y a une évidence très, très nette
par les mesures sismologiques, par la tomographie sismique, de la présence d'anisotropie et donc de LPO dans le manteau supérieur. Donc tout ça combiné fait penser qu'au moins jusqu'à 200 km de profondeur, et sans doute un peu plus profond, on est bien dans un régime de dislocation. Alors, on va distinguer par la sismologie, on verra, on aura la présence de cette anisotropie qui va être interprétée comme anisotropie figée, c'est-à-dire acquise au moment où la lithosphère s'est formée, donc dans les temps anciens, donc une espèce qui nous permet d'avoir un peu accès à l'histoire de la lithosphère, l'histoire de la déformation de la lithosphère, et au contraire, une déformation actuelle, donc une déformation active à l'heure actuelle, qui est aussi représentée par l'anisotropie sismique et qui correspondrait donc aux zones déformées à l'heure actuelle dans la sténosphère. Alors pour dire un mot des expériences de laboratoire de déformation, autant les expériences qui tendent à déterminer les propriétés des roches en fonction de la pression et de la température, les transitions de phase, les moyennes des propriétés sismiques, les moyennes isotropes des propriétés sismiques, atteignent actuellement des profondeurs jusqu'à la base du manteau. On arrive bien maintenant à donc étudier ces propriétés. Par contre, la déformation reste très, très difficile. Et bon, il y a un certain nombre d'appareils de mesure, je ne vais pas détailler ça pour l'instant, qui permettent d'aller jusqu'à, disons, donc le domaine du manteau supérieur, jusqu'à peut-être 400 km de profondeur. Plus profond, ça devient plus difficile. Alors, donc le problème des mesures expérimentales, même si on arrive à des pressions de plus en plus fortes, il y a un certain nombre de problèmes. D'abord, elles sont difficiles. On doit faire des extrapolations pour être aux conditions de température et de pression du manteau supérieur, du manteau. Et ce qui est peut-être plus important, c'est que ces expériences sont faites dans des conditions très différentes de déformation de celles du manteau. Les temps de déformation sont beaucoup plus courts et les contraintes sont beaucoup plus fortes. Donc, en particulier, les vitesses de déformation auxquelles on a accès en laboratoire sont de l'ordre de 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 3 par seconde. Et dans le manteau, par contre, c'est de nombreux ordres de grandeur plus petits, plus faibles. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les extrapolations des expériences de laboratoire vers l'interprétation, disons, en termes du manteau, sont-elles valables? On pense tout de même que, donc ici, vous avez un diagramme qui montre à peu près dans le domaine des contraintes et ici c'est représenté en fonction de la taille des grains, ce qu'on peut atteindre en laboratoire par rapport à la situation dans le manteau terrestre, alors en représentant ici justement les vitesses de déformation correspondantes à la Terre et correspondant au laboratoire. Vous voyez qu'on est assez loin et donc qu'il faut toujours garder à l'esprit c'est que tous ces résultats de laboratoire demandent des extrapolations très délicates avant d'être interprétés en termes de propriétés du manteau. Alors, je vais passer à un sujet un peu différent. Enfin, je vais continuer sur la viscosité, mais je voulais simplement faire une transition. Donc, encore une fois, une image des fonds océaniques donc près des rides, avec une faune tout à fait extraordinaire. Alors, revenons à ce qui nous intéresse, c'est les variations de viscosité pour connaître le régime de convection dans la Terre et le comprendre mieux et le cartographier en confrontant des modèles numériques, des modèles de laboratoire et aussi avec les contraintes apportées par la sismologie. Ici, je voulais montrer que donc, jusqu'à présent, on avait vu que dans un modèle tout simple,
à viscosité constante, on pouvait tout décrire, un modèle de convection, par un seul nombre, c'est le nombre de Rayleigh. Mais en fait, lorsque la viscosité dépend de la température, ce que l'on sait, on sait que cette viscosité dépend fortement de la température, on doit introduire d'autres facteurs pour pouvoir décrire les modes de convection. On s'aperçoit qu'il peut y avoir différents styles, une faute d'orthographe, de convection suivant donc la structure de la viscosité en profondeur. Alors ici, c'est un exemple d'étude qui a été fait alors c'est un exemple dans le cas d'une rhéologie non newtonienne, donc par dislocation, avec une puissance 3, donc dans la dépendance de la vitesse de déformation en fonction de la contrainte. Et on décrit ici, on a deux, donc en axe des X, on a le nombre de Rayleigh, en axe Y, on a le contraste de viscosité entre la couche externe froide, donc disons la lithosphère, et le manteau plus chaud, le manteau convectif plus chaud. Et on s'aperçoit donc qu'on a 4 domaines. Donc d'abord un domaine où il n'y a pas du tout de convection et un domaine où il y a convection qui est déterminé par le nombre critique de Rayleigh. Et ensuite un domaine où tout le fluide convecte. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de tectonique des plaques puisque tout le fluide convecte en même temps et il n'y a pas disons de parties qu'on peut définir séparément comme lithosphère. Une situation qui est semblable à celle qu'on pense être en particulier sur la planète Vénus, où vous avez ce qu'on appelle, vous avez une espèce de calotte qui ne bouge pas, donc en haut et en dessous le fluide convecte sous cette calotte sans qu'elle ne bouge. Et vous avez un régime transitoire qui est donc celui qui nous intéresse, puisque c'est un régime dans lequel on peut avoir une couche externe mobile, comme on le veut dans la tectonique des plaques. Mais pour encore avoir une tectonique des plaques, il faut rajouter d'autres facteurs, en particulier diminuer la rigidité de la lithosphère et introduire la possibilité de déformation cassante le long des failles. Alors vous imaginez que ce problème-là est un problème extrêmement difficile, avec des non-linéarités extrêmes, et qui, tout juste à l'heure actuelle, on commence à avoir des modèles qui arrivent à tenir compte de ces facteurs. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est quand même qu'il y a un régime transitoire qui est quand même très spécial dans cet espace donc, de paramètres, y compris donc, en fonction de la distribution de la viscosité et très spécifiquement du contraste entre la lithosphère et le manteau sous-jacent. Alors, cette figure-là a été faite dans le cas d'une rhéologie non newtonienne. Si vous avez une rhéologie newtonienne, donc diffusion, ça change un peu les valeurs, mais vous avez quand même encore donc ces mêmes de régions. Alors, donc cette viscosité du manteau, elle est déterminée par la physique des matériaux, on l'a vu, donc le type de déformation, est-ce que c'est une rhéologie de diffusion en dislocation? Elle dépend de la température, de la taille des grains, du contenu en eau. Tout ça, ce sont des effets qui sont très peu connus, très peu contraints. Et donc vous avez d'une part, c'est ce qu'on peut mesurer en laboratoire avec toutes les extrapolations et toutes les quantités pas très bien définies. Et par ailleurs, vous avez les observations. Alors, dans les observations, un rôle central est joué par la mesure du rebond post-glaciaire. C'est basé là-dessus qu'on a eu les premières mesures de la viscosité moyenne dans le manteau. Donc depuis Haskell, qui avait montré qu'en moyenne, on avait de l'ordre de 10 puissance 21, 3 10 puissance 21 en fait, pascal seconde en moyenne dans le manteau. Et plus récemment, on a pu montrer, donc plus récemment, c'est-à-dire depuis 1935, en fait ces données sont déjà anciennes, datent d'au moins 20, 30 ans, qu'il y a une augmentation de la viscosité avec la profondeur. Alors les détails ne sont pas résolus, encore jusqu'à nos jours,
et il y a peu de sensibilité aux grandes profondeurs à partir de ce genre de mesures. Alors qu'est-ce que le rebond post-glaciaire? Vous avez, au début de la glaciation, vous avez cette lithosphère élastique et en dessous le manteau visqueux. Au début de la glaciation, donc, la glace constitue une charge sur la lithosphère. La lithosphère va se déformer, elle va s'enfoncer sous le poids de la glace, et donc vous allez avoir une différence de hauteur, une différence d'altitude due à cette glaciation. Si vous enlevez la glace, c'est-à-dire au moment de la fonte des glaces, vous allez enlever ce poids supplémentaire, et donc peu à peu, la lithosphère va retourner à sa forme initiale, puisqu'elle se déforme de manière élastique en première approximation. Et donc vous allez peu à peu, vous pouvez mesurer les variations relatives d'altitude, et donc en déduire, et aussi, en fonction du temps, et en déduire certaines informations, en particulier la viscosité du manteau. Alors, donc, là je ne sais pas ce que j'avais écrit. Donc, oui, c'est ce que je viens de dire. La composition verticale, qui est la composition principale, peut être mesurée en variation relative par rapport au niveau des mers. Et donc, vous allez pouvoir, en faisant des mesures, déterminer une variation d'altitude en fonction du temps, qui va donc être une mesure de relaxation et qui va dépendre du temps de manière exponentielle. Vous allez voir, c'est bien vérifié par les mesures, en faisant intervenir un temps caractéristique, donc un temps caractéristique de la déglaciation. De nos jours, on peut aussi mesurer plus précisément les composantes horizontales avec le système GPS. Ici, un exemple de variation de la hauteur ici dans les pays scandinaves, donc centré sur la variation de hauteur la plus grande, donc c'est en mètres ici, qui est donc centrée sur le centre de la calotte glaciaire et diminue sur les bords. La même chose est observée au Canada, donc sur la baie de Hudson. Ici aussi, ce sont des mètres, 250 mètres ici, jusqu'à la limite, une certaine limite qui est donc au sud en particulier. Et donc quand on regarde ces mesures en fonction du temps, on voit qu'elles vérifient bien donc cette loi de variation exponentielle, et ça permet de déterminer ce temps caractéristique qui est ici en particulier, qu'on obtient ici de l'ordre de 4400 années. Et en continuant cette courbe, en regardant où elle intersecte l'axe des Y, on peut estimer le début de la déglaciation, et on trouve quelque chose de l'ordre de entre 10 000 et 11 000 ans qui correspond bien, disons, à l'âge de début de la déglaciation. Ici, c'est la même chose, mais avec une échelle non logarithmique sur l'échelle des temps. Encore une fois, donc on peut, en regardant l'ordonnée à l'origine, on peut avoir une idée du temps où a commencé donc, le rebond post-glaciaire, c'est-à-dire la déglaciation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce temps caractéristique, on peut en déduire une contrainte sur la viscosité. Alors, pour le faire, en général, on considère une relation linéaire entre les contraintes et la viscosité, ce qui, bien sûr, n'est pas forcément la meilleure hypothèse. Et dans un cas simple, où la viscosité est donc stratifiée, c'est-à-dire ne dépend que de la profondeur, on peut voir qu'il y a une relation simple entre ce temps caractéristique et la viscosité qui fait intervenir la longueur d'onde latérale de la glaciation. Donc il faut aussi regarder comment les hauteurs varient en fonction de la position par rapport, disons, au centre de la calotte. Et en comparant des temps de relaxation pour les différentes longueurs d'onde, on peut
disons, on peut imaginer que suivant la longueur d'onde que vous regardez horizontalement, ça vous donne une idée de la variation en profondeur. Et donc on va avoir, plus les longueurs d'onde sont grandes, plus vous voyez profond dans le manteau. Et donc on va avoir quelques idées sur la variation de la viscosité avec la profondeur. Et donc à partir de ces données-là, on obtient le résultat, c'est qu'il doit y avoir une couche de viscosité faible, donc entre 100 et 300 km de profondeur, mais la résolution en profondeur est assez faible. Ici, vous voyez un noyau de sensibilité, donc ça représente comment le rebond post-glaciaire et ces mesures de hauteur, ces mesures de temps caractéristiques varient, sont reliées, sont sensibles en profondeur à la variation de viscosité. Et vous voyez qu'au-dessous de 600 km, on n'a pas vraiment beaucoup de sensibilité. La sensibilité est dans le manteau supérieur. Alors, pour revenir donc, de manière historique, Haskell est le premier à avoir bien contraint la viscosité, bien estimé la viscosité moyenne du manteau. Et ensuite, il y a eu donc plus récemment donc des études. L'une des premières, c'était celle de Lambeck, qui a estimé, en faisant une étude beaucoup plus détaillée du rebond post-glaciaire et des variations au niveau de la mer associées, que pour expliquer les données, il fallait introduire un contraste de densité quelque part dans le manteau, qu'on met de préférence entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, donc vers 660 km de profondeur, et ce contraste serait de l'ordre de 2 ordres de grandeur. En fait, le rebond post-glaciaire ne donne pas beaucoup de contraintes sur le manteau inférieur et on se contente d'une viscosité pratiquement constante dans le manteau inférieur. Alors il faut noter que les déformations associées donc, au rebond post-glaciaire sont assez faibles, de l'ordre de 10 puissance moins 4 dans la région de calglaciaire, 10 puissance moins 6 loin de ces régions. Elles sont comparables aux déformations observées donc au cours des séismes, des déformations élastiques. Et il faut garder à l'esprit que la viscosité qu'on mesure à partir du rebond post-glaciaire n'est peut-être pas la même que celle qui correspond aux échelles de temps de la convection, puisque on parle ici de milliers d'années, et l'échelle de temps de la convection, ce sont plutôt des millions d'années. Alors, passons à encore un autre concept, qui est celui de la topographie dynamique. Alors, on a parlé du rebond post-glaciaire pour contraindre la viscosité. Il y a une autre donnée qui permet d'avoir aussi des renseignements sur la viscosité, c'est les données de gravité. Et ceci, c'est quelque chose dont on a pris conscience dans les années 80. À partir du moment où on a eu des mesures du géoïde, c'est-à-dire du potentiel de gravité au niveau global assez précis. On a pu faire la cartographie du champ de gravité au niveau global, et surtout à grande longueur d'onde. Quand vous avez donc dans une situation dynamique, où vous avez un manteau en convection, mettez-vous donc sur une cellule, une partie de la cellule montante. Vous avez ici une particule, un faisceau montant de matière dans le manteau, donc moins dense que la moyenne, c'est pour ça qu'il est indiqué en rouge. Puisqu'il est en mouvement donc, vers le haut, il va induire une déformation des surfaces. Il va en particulier induire une déformation de la topographie à la surface de la Terre. Et en même temps, derrière, vous allez avoir une déformation de la limite noyau-manteau, si toutefois, bien sûr, on parle de convection qui affecte le manteau entier. Et donc, vous allez créer ce qu'on appelle une topographie dynamique, avec un renforcement dans la direction du mouvement ici de la CMB, et en amont et en aval, donc une topographie dynamique qui va donner lieu à un bon mouvement. Et ceci, on va le voir dans le géoïde,
parce qu'on va voir, il va y avoir deux effets qui vont se contrecarrer. L'effet de la densité moins grande de ce morceau de manteau par rapport à la moyenne, qui va avoir tendance à donner une anomalie de gravité négative, puisque la densité est moins grande, mais à contrecarrer avec la déformation de la surface qui va rapprocher la surface, donc qui va rapprocher la surface du point de mesure, et donc qui va créer un excès de densité. Donc vous allez avoir ici un excès de densité et un déficit de densité, et c'est la comparaison des deux, ou la somme des deux qui va vous donner en fait l'effet de gravité, mais comme la surface est plus proche du point de mesure et que la gravité dépend, ou le potentiel de gravité étant 1 sur R, où R est la distance, cet effet de topographie dynamique va l'emporter sur l'effet de la plus faible densité, et donc vous allez avoir une anomalie de gravité positive. Et de même, si vous êtes à l'inverse, si vous êtes dans un courant descendant, vous allez avoir un bombement vers l'intérieur de la CMB et une déflexion aussi, donc un déficit ici de masse vers la surface. Et suivant donc le rapport de ces deux effets, vous allez avoir soit des anomalies de gravité positive, soit négatives. Alors ceci, ça a été donc proposé pour la première fois par Heger en 1984. Si vous aviez, et ça a permis de se rendre compte de certaines propriétés de la variation de viscosité avec la profondeur. Donc ils ont regardé les anomalies de gravité dans les zones de subduction, qui donc étaient bien cartographiées à cette époque-là déjà. Et si vous supposez que la viscosité du manteau est homogène, donc la plaque va s'enfoncer dans le manteau sans résistance jusqu'à la limite noyau-manteau. Et donc vous allez avoir par cet effet que j'ai décrit précédemment une déformation très importante de la surface, une dépression. Et donc cette dépression va l'emporter sur l'excès de densité dû à la zone de subduction qui est froide et donc plus dense que la moyenne. Et donc vous allez avoir cette dépression va l'emporter pour ce qui est de l'anomalie. Et donc vous allez avoir, quand vous faites la somme de toutes les contributions de cette déformation-là, de contraste de densité et la déformation à la limite noyau-manteau qui est bien sûr moins importante dans la mesure où vous êtes plus loin de la surface, vous allez obtenir une anomalie, vous devriez obtenir une anomalie de gravité négative. Par contre, si vous avez un changement, disons par exemple à la discontinuité 660 km, si vous avez une augmentation importante de la viscosité à ce niveau-là, par exemple un facteur de 30 ou 100 comme il a été proposé, la plaque va avoir tendance à elle ne va pas s'enfoncer de manière uniforme, elle va avoir tendance à être freinée par ce contraste de viscosité. Si la viscosité est plus importante dans la partie inférieure. Et donc vous allez avoir une déformation moins importante de la surface, puisqu'il va y avoir moins d'entraînement. Et ça va donner lieu, dans certains cas, vous pourrez voir des anomalies de gravité faiblement positives. Et donc c'est effectivement comme ça qu'ils ont expliqué les données. Donc ça c'est encore les deux situations contrastées. Une viscosité constante, vous avez une grande déformation une dépression de la topographie à la surface. Dans le cas où vous avez un chaud de viscosité d'un facteur 30, vous avez une plus petite déformation ici. Et donc, quand vous regardez les anomalies du géoïde ou de l'anomalie de gravité, vous allez avoir le total de ces deux effets de signes différents vont vous donner un signe différent dans le géoïde. Et c'est ainsi donc qu'a été introduit cet aspect dynamique donc, de la convection pour l'interprétation du géoïde. Et dans l'article de 84 de Heger, il a donc, à l'époque, on avait une bonne connaissance du géoïde
jusqu'au degré 9. Alors le degré ici, c'est le degré de la décomposition de la carte du géoïde en harmonique sphérique. Donc comprenez-le, longueur d'onde. Plus le degré est faible, plus vous avez des très grandes longueurs d'onde. Donc jusqu'au degré 9, c'est encore des longueurs d'onde assez importantes, de plusieurs milliers de kilomètres. Et donc ici, il compare le géoïde prédit si vous n'avez pas de cet effet dynamique, et le géoïde prédit si vous introduisez l'effet dynamique de la convection. Et donc, ils expliquaient mieux les anomalies de géodite observées. Alors, depuis, on a des modèles. Alors, à l'origine, ces modèles étaient faits. Donc, ces modèles étaient construits. Donc, c'était des modèles à partir des modèles numériques des plaques. Et les modèles de plaques étaient faits à partir du modèle thermique, de modèle de refroidissement de plaques, et donc un modèle thermique de la température, de la distribution de température dans la zone de subduction et autour. Mais depuis, on a des images par la tomographie sismique qui sont beaucoup plus précises. Ce sont des images très récentes d'un des derniers modèles tomographiques d'un groupe au Japon, Obayashi et Fukao. Et ce que vous voyez ici, ce sont des coupes verticales, donc ici, selon ces lignes-là, donc des coupes verticales montrant la vitesse, ici c'est la vitesse de compression, les variations de la vitesse sismique de compression. Alors, vitesse ici, on parle de vitesse sismique, donc propriété du matériau, pas des vitesses de la plaque, la propriété du matériau, qui nous renseigne sur la température et la composition. En premier ordre, on peut convertir ces images en images de température, avec ce qui est bleu et plus froid et ce qui est rouge et plus chaud. Vous voyez ici la sismicité, c'est les points blancs, c'est la zone de subduction donc, du Japon. Et ce qui est bleu, c'est la partie qu'on interprète comme étant la plaque en subduction. Ce qui est intéressant dans ces images, c'est que vous voyez, ils ont dessiné les discontinuités de 410 et 660 km de profondeur, et aussi une zone ici à 1000 km, on y reviendra peut-être. Et vous voyez que la plaque plonge, elle est bien dans l'axe de la sismicité profonde, ici, dans toutes ces coupes, ici au Honshu, ici au Bonin du Nord. Mais quand elle arrive dans ce qu'on appelle la zone de transition, donc entre 410 et 660 km de profondeur, on a l'impression, on voit qu'elle s'aplatit, elle ne passe pas directement dans le manteau inférieur. Donc c'est encore une confirmation qu'il y a très probablement un contraste de densité important à la discontinuité de 660 km qui rend la pénétration de ces plaques dans le manteau inférieur difficile. Alors bon, c'est un exemple au Japon où la plaque a l'air vraiment couchée ici sur la discontinuité de 660 km, mais il y a d'autres exemples dans d'autres régions du monde où c'est un peu différent. Donc je voulais contraster ici avec l'Amérique du Sud, où vous voyez, alors donc là aussi on voit faiblement en blanc, c'est peut-être pas une bonne couleur, la sismicité, même quelques séismes très profonds ici, près de 660 km de profondeur, et la plaque qui plonge, mais cette fois-ci, elle traverse, on a l'impression qu'elle traverse, ou au moins une partie de cette plaque traverse la discontinuité de 660 km, et une autre peut-être s'étale le long de cette discontinuité. Alors, donc, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de contraintes, pas mal d'observations qui nous indiquent qu'il y a une augmentation de la viscosité avec la profondeur et sans doute un contraste de densité, un contraste de densité important, en particulier à 660 km de profondeur. Alors, dans les premiers modèles qui utilisaient le géoïde pour essayer de contraindre la viscosité, on utilisait ces modèles thermiques. Maintenant, on utilise ces modèles sismologiques pour délimiter les plaques et en calculer les densités. On n'a pas directement la densité de la plaque, on a les vitesses de cisaillement ou de compression, ici c'est des vitesses de compression,
et on convertit ces vitesses sismiques en densité en utilisant des facteurs de conversion entre la vitesse et la densité qui sont approximatifs, mais dans le manteau supérieur relativement bien connus. Donc, c'est ce que je dis ici. Et donc ensuite, dans ces modèles, on suppose que la rhéologie est newtonienne, en général, et parce que c'est beaucoup plus difficile de le faire dans le cas d'une rhéologie non linéaire. Ceci dit, selon certains auteurs, cet effet de rhéologie non linéaire est assez subtil, du moins quand on calcule les effets sur le géoïde. Alors voici, et je vais m'arrêter là, une comparaison récente du géoïde observé, donc les grandes longueurs d'onde du géoïde observées ici, avec celui prédit en partant d'un modèle sismique tomographique du manteau, convertissant les vitesses en densité, et avec ce facteur de conversion, et en tenant compte de la variation de la viscosité avec la profondeur et de la déformation des discontinuités dont je vous ai parlé. Et donc, ici, la comparaison est assez bonne. Ce qu'il faut voir, c'est bien sûr qu'on a ajusté le modèle de viscosité et aussi le facteur de conversion entre les vitesses sismiques et la densité pour obtenir ce genre d'accord. Alors, donc la modélisation conjointe du géoïde et du rebond post-glaciaire, ce sont les deux types de données qui peuvent nous renseigner le mieux sur la viscosité du manteau, et on y ajoute certaines contraintes du haut flux de chaleur, les mouvements des plaques, la topographie que l'on connaît de la limite noyau-manteau, la core mantle boundary, qu'on connaît par les mesures astronomiques, et certaines sur les contraintes qu'on a dans la lithosphère, les mesures de topographie dynamique qui sont très délicates, parce que pour connaître la topographie dynamique, il faut enlever de la topographie observée la partie qui est en équilibre isostatique. Voilà. Donc le géoïde reste la contrainte principale. Et comme conclusion, le seul résultat robuste, c'est l'augmentation importante de la viscosité avec la profondeur. Bon, ça, on sait qu'on peut s'y attendre, puisque la viscosité dépend de la profondeur, de la température, de la pression, etc. Donc, en particulier la température. Et la température augmentant avec la profondeur, on va s'attendre à ce que la viscosité augmente. Récemment, on a rajouté dans les modèles les variations latérales de viscosité qui améliorent l'accord avec le géoïde. Mais je vais vous laisser sur cette figure-là, qui montre vraiment qu'est-ce qu'on sait de la variation de viscosité avec la profondeur. Ce dont on est sûr, c'est qu'on a une lithosphère à très grande viscosité, ensuite un manteau supérieur en moyenne à plus faible viscosité et un manteau inférieur à plus forte viscosité, avec peut-être un facteur 100 de l'ordre de 30 à 100 entre les deux. Tous les détails ensuite dépendent des modèles, alors il y en a un très grand nombre. Et bien sûr, il y a beaucoup de détails qui ont de l'importance, en particulier l'existence d'une zone à faible vitosité juste sous la lithosphère, et on y reviendra. Mais je pense qu'il faut que je m'arrête parce que l'heure est déjà dépassée. Voilà, merci.